Tuka était traité comme un déchet par tout le monde, jusqu'au jour où toute sa classe est convoquée comme héros par une déesse séduisante. Cependant, il obtient la classe la plus faible, alors la déesse le jette dans un donjon. Jurant de se venger, il l'utilise pour monter de niveau et devient un puissant frappeur de fesses. Pourrais-je toucher? Il n'y a pas de limite de temps, alors touche aussi longtemps que tu veux. Yu commence avec Tuka rêvant de son enfance lorsqu'il recevait le traitement de femme des années 90 par son père. Il le supplie de le laisser partir, mais son père continue de le battre. Se réveillant en sursaut, Tuka trouve le tyran de la classe, Shogo, en train de déranger la présidente de classe, Ayaka. Tout le monde fait semblant d'ignorer le harcèlement en cours. Tuka observe comment, même pendant le voyage scolaire de l'académie, il ne peut pas avoir de répit dans sa vie. Il dit poliment à Shogo d'arrêter de déranger Ayaka. Furieux, Shogo le traite de simp désespéré pour un peu de cette minette, ce qui met Tuka en mode silencieux. Ensuite, le futur roi du bal, Takuto, dit calmement à Shogo d'arrêter d'embêter Ayaka. Instantanément, il rend le livre d'Ayaka et s'excuse à moitié pour l'avoir harcelé. Prenant son siège, il commence alors à harceler un autre élève nommé Yasu. Soudain, tout le monde se retrouve téléporté dans un autre monde. Une femme laide les accueille tous dans le royaume d'Alien et se présente comme la déesse Vicious. Elle révèle la raison de leur invocation, combattre le grand empereur démon. Takuto demande à Vicious ce qui se passe s'ils ne font pas ce qu'elle dit, ce qui pousse la déesse à révéler que pour inverser le rituel d'invocation, ils ont besoin d'un objet magique appelé l'élément maléfique et qu'ils ne peuvent l'obtenir qu'en arrachant le cœur de l'empereur démon ou lorsqu'il périt dans le cristal du collier qu'elle porte. Réalisé que chaque option est tout aussi pourrie, Shogo crie à Vicious qu'il doit retourner dans son monde pour regarder les récapitulatifs de fin. Ignorant l'imbécile, Vicious appelle les étudiants pour voir s'ils ont une affinité pour les talents magiques qu'elle leur accordera. Shogo apprend rapidement qu'il a une grande affinité pour la magie, ce qui fait de lui un rang A, gonflant suffisamment son ego pour que quelqu'un puisse y grimper et sauter. Quand c'est le tour de Takuto, il dépasse Shogo et brise le cristal avec son énergie magique écrasante. Vicious applaudit et révèle que Takuto est un rang S. Ayaka vérifie son affinité magique et finit également par briser le cristal. La déesse annonce qu'ils ont maintenant 2 rangs S parmi eux. Itsuki passe ensuite et se révèle être un rang A. Puis sa sœur, Hijiri, vérifie son énergie et s'avère être la 3e héroïne de rang S. Enfin, Tuka monte et le cristal commence à briller en violet. Confus, Tuka demande à Vicious où il se situe, mais la déesse l'ignore comme votre béguin vous ignore. Ensuite, Yasu se tient devant le cristal, et la déesse révèle avec stupéfaction qu'il est le plus fort de tous. Une fois que tout le monde a terminé, Vicious appelle Tuka en avant. Elle annonce à tout le monde que Tuka est le héros de rang le plus bas et que dans le passé, les héros de bas rang avaient l'habitude de déranger les autres héros de haut rang. Ils ont donc créé une loi pour éliminer les indésirables comme lui. Heureusement pour lui, la déesse lui permet de garder la tête, mais il doit prouver sa valeur en survivant dans les ruines. S'il survit, le royaume ne le dérangera pas et il pourra continuer sa vie en tant que citoyen ordinaire d'Alien. Au Triceratops, Yusin de quand Tuka demande si les ruines sont dangereuses, Vicious révèle avec une attitude désinvolte que de nombreux prisonniers et héros ont été envoyés dans les ruines pour mourir, car l'endroit s'appelle littéralement les ruines de l'élimination. Terrifié pour sa vie, Tuka dit à la déesse qu'il a en fait une compétence appelée dotation d'état anormale. Vicious ricane et révèle qu'une compétence anormale est inutile. En d'autres termes, il tombe dans la catégorie appelée cadre d'échec. Tuka lui rappelle qu'elle est celle qui l'a invoquée, mais Takuto lui dit de se taire et de passer à autre chose. Soudain, la personne la plus forte de la pièce, Yasu, tend une main amicale à Tuka, ce qui lui rappelle comment il aidait Yasu chaque fois qu'il se faisait harceler. Tuka lui sourit, mais Yasu se moque de lui pour avoir été irrespectueux envers les personnes importantes dans la pièce. À ce moment-là, Tuka réalise qu'il n'a pas d'amis ici. Un cercle apparaît et un Tuka misérable se tient dedans, acceptant son destin. Sortant de nulle part, Ayaka crie à tout le monde de ne pas traiter leurs camarades de classe de cette façon. En quelques secondes, Vicious frappe Ayaka d'un coup de poing, la faisant perdre connaissance. Vicious traite Tuka de perdant qui aurait dû être avalé comme une giclée par sa mère. Tuka essaie d'attaquer la déesse, mais elle dévie facilement l'attaque. Un par un, ses camarades de classe se moquent de lui, savourant sa misère, ce qui fait se souvenir Tuka de son passé. Après avoir enduré tant d'abus de la part de tout le monde, Tuka cesse enfin de jouer le gentil et dit à Vicious qu'une fois qu'il reviendra, il commettra des atrocités plus grandes envers elle que le grand artiste d'Allemagne. Et tout d'un coup, Tuka est envoyé aux ruines pour mourir seul. Dans l'obscurité, il réalise rapidement que les ruines ne sont pas sûres lorsqu'il est attaqué par un monstre. La chasse commence, mais l'émotion que Tuka ressent n'est pas la peur, mais la colère et la frustration. Il finit par se retourner et crie « Paralyse !», ce qui fonctionne sur le monstre qui se fige complètement. Il est poursuivi par un autre monstre. Désespéré, il utilise à nouveau la compétence de paralysie, mais la mélange avec une autre compétence appelée poison. Maintenant alimenté par la colère, il annonce qu'il est prêt à vaincre n'importe qui et n'importe quoi.
Sans PM mais avec les siens, Toka se demande ce qui se passera une fois qu'il les aura épuisés aussi. Le monstre, appelé Minotaur, intensifie son attaque, incitant Toka à libérer à nouveau son pouvoir de paralysie. Mais à sa grande consternation, le système l'informe qu'il ne peut pas utiliser la même compétence sur un adversaire à nouveau. Heureusement, il trouve une compétence de sommeil à sa disposition, qu'il utilise rapidement sur le monstre méchant. Peu de temps après, Toka se sent la tête tourner, se rappelant qu'il est à court d'énergie. Avant qu'il ne puisse résoudre ce problème, il est accueilli par une armée de monstres. Désespéré de survivre, il donne tout pour vivre. Toka souffre maintenant d'une fatigue extrême, mais refuse de reculer. Alors que l'armée de monstres avance, le système améliore soudainement son niveau, permettant à Toka de se recharger. Souriant de victoire, Toka apprend qu'il peut maintenant cibler plusieurs monstres à la fois. Après les avoir paralysés, il utilise sa compétence Poison, ce qui l'aide à gagner plus de points d'aura. Une fois terminé, Toka ouvre son statut et réalise que ses points de magie ont augmenté. Il note également que les points de magie impactent directement sa compétence inhérente. Retrouvant sa détermination, Toka s'affirme qu'il survivra à la salle d'élimination. Avec cela, il essaie d'éliminer plus de monstres, mais il s'enfuit, réalisant qu'il ne s'agit pas d'un être humain ordinaire. Continuant son chemin, Toka ramasse quelques objets utiles laissés par les défunts. Toka découpe ensuite les monstres et essaie de faire un festin, mais il découvre rapidement que la viande de monstre a un goût pire que les spaghettis de ta mère. Soupirant, il s'allonge, complètement accablé par la faim. Toka remarque alors que son sac de mana scintille en violet. Il le saisit et est ravi de trouver du coca et un paquet de beef jerky. Les jours passent alors que Toka continue de survivre en empoisonnant ses proies, en montant de niveau et en se nourrissant de toute chair qu'il peut trouver. Mais lentement, l'épuisement s'installe. Pas seulement physique, mais quelque chose de bien plus profond. Les souvenirs d'une enfance sombre commencent à hanter Toka, lui rappelant comment il avait autrefois espéré tuer ses parents abusifs, jusqu'à ce que sa tante et son oncle interviennent, le retirant d'un chemin d'autodestruction en lui offrant un foyer aimant. Il avait essayé de devenir comme eux, de trouver une sorte de normalité, mais après avoir consommé des choses au-delà de sa compréhension, il admet qu'il commence à se craindre lui-même. Pourtant, Toka reconnaît que la survie ne laisse aucune place à l'hésitation et qu'il doit accepter la version de lui-même que ce voyage a forgée. Alors qu'il avance à travers les ruines, il rencontre d'étranges créatures. Mais au lieu de se recroqueviller de peur, il les élimine plus rapidement qu'avant. Finalement, il trouve une pièce scellée. Lorsqu'il canalise son mana pour l'ouvrir, Toka découvre les squelettes de 2 amants morts depuis longtemps. Il espère silencieusement que le mec a réussi à obtenir un dernier moment de plaisir intense avant de mourir. Une fois qu'il a fini de penser au couple décédé, il commence à fouiller les affaires du couple mort et trouve des gemmes qui pourraient s'avérer utiles une fois qu'il atteindra la surface. Toka continue de fouiller pièce après pièce, prenant tout ce qu'il peut des morts, jusqu'à ce qu'il atteigne une chambre spéciale nécessitant une plus grande quantité de magie pour être déverrouillée. À l'intérieur se trouve le cadavre d'un homme qui n'a jamais trouvé la paix, ni dans la vie, ni dans la mort. Une note à proximité révèle son identité. Anglin, le grand sage, également connu sous le nom de Héros des Ténèbres. Toka se souvient que Vicious avait dit quelque chose à Yasu à propos du héros sombre, Anglin, qui a vécu une vie tourmentée. La lettre révèle qu'il avait été envoyé pour pourrir ici lorsqu'il n'était plus nécessaire à Vicious. Cela remplit Toka de plus d'amertume envers la déesse, lui faisant réaliser qu'elle n'est pas meilleure que l'empereur démon. En fouillant dans les restes, Toka trouve alors un livre de connaissances interdites, des recettes pour des médicaments et des outils magiques qui pourraient être inestimables plus tard. Il découvre également un parchemin de magie interdite, bien que sa langue soit au-delà de sa compréhension. Pourtant, il pense que si le sage a tout risqué pour l'apporter ici, cela doit contenir un sort puissant, peut-être suffisant pour défier la déesse elle-même. Parmi les pages, Toka trouve un avertissement sur le dévoreur d'âmes, la créature responsable de la mort de chaque vie dans ces ruines. Haussement d'épaule, il continue, offrant des prières silencieuses pour les âmes perdues en cherchant une sortie. Finalement, Toka atteint une porte scellée par magie, nécessitant une clé. Cela signifie que le dévoreur d'âmes est proche. Rongé par l'anxiété, Toka se demande si le héros des ténèbres a échoué. Quelle chance a-t-il? Bientôt, Toka repère une tête massive montée sur le mur, tenant un orbe qui contient probablement la clé de la liberté. Juste au moment où Toka se prépare à utiliser ses capacités, un laser lui coupe la main, l'arrêtant avant qu'il ne puisse réagir. Le piège s'active dès qu'il détecte une intention hostile. Avec sa main blessée et sa portée limitée, Toka se demande comment il peut se défendre. Avant qu'il ne trouve une solution, les murs commencent à s'effondrer, lui faisant réaliser que le dévoreur d'âmes vient pour lui. À proximité, une femme blonde fuit un danger invisible. À l'intérieur, la tête de démon flottante se rapproche et invoque une masse de substances violettes qui prend la forme déformée d'humains horrifiés qui s'avèrent être les âmes de ceux qui sont morts ici. La créature observe, impatiente de voir comment Toka réagit. Soudain, le visage du démon éclate à travers le mur avec un cri assourdissant, prêt à dévorer. Toka paralyse les monstres de Jism et regarde la tête géante se délecter de sa souffrance. Il essaie d'empoisonner la créature, mais hésite soudainement.
Sa conscience refuse de nuire à ce qui reste de l'humanité, même si elle est piégée dans cette forme monstrueuse. Il se répète qu'il est meilleur que les monstres qu'il combat. Le démon crache simplement plus d'âme, déterminé à le submerger. Tuka recule, suppliant silencieusement les esprits torturés, tandis que le démon s'excite de son désespoir. Alors que sa détermination vacille et que le désespoir le consume, Tuka utilise finalement sa capacité de paralysie sur le démon surpris. Il explique comment la créature était trop absorbée par son plaisir sadique pour remarquer qu'il n'avait jamais baissé sa garde. Maintenant, le chasseur devient la proie. Tuka se moque de l'arrogance du démon, gagnant en puissance en révélant la vérité que toute sa vie il a joué un rôle, prétendant être gentil et normal. Mais maintenant, il a l'intention de rendre chaque cruauté qu'il a subie au centuple. Le poison se répand dans le démon, et alors qu'il s'affaiblit, Tuka le nargue pour être tombé dans le piège d'un simple humain. Avec la créature vaincue et les âmes piégées libérées de leur tourment, Tuka monte de niveau une fois de plus. Les orbes de lumière, les esprits libérés, se rassemblent et le remercient d'avoir survécu et mis fin au cauchemar. Avant de disparaître, il délivre un dernier message. Vaincre la déesse à tout prix. Le héros des ténèbres apparaît une dernière fois, exhortant Tuka à accomplir cette tâche. Les esprits s'évanouissent, laissant Tuka seul avec l'orbe, la clé de la sortie. Il se promet de faire payer la déesse. Avec un dernier souffle, Tuka déverrouille la porte de sortie et entre dans la liberté, laissant les ruines derrière lui. Pendant ce temps, les héros de Vicious sont vus en train de chasser différents monstres pour améliorer leurs compétences. Alors que les trois meilleurs garçons prennent plaisir à traquer leur proie, quelque part un PNJ nommé Kobato frissonne en voyant un monstre. Une fille du nom d'Asaji lui tape dans le dos, rappelant à Kobato que si elle ne chasse pas, elle sera chassée. Kobato reconnaît le conseil d'Asaji, mais l'appelle accidentellement par son nom de famille, ce qui, pour une raison quelconque, amuse énormément Asaji, qui dit sombrement à Kobato que si elle ne l'appelle pas Asaji, elle s'assurera que 70% de leur classe la traite comme une perdante insignifiante. Kobato tremble d'intimidation, ce qui pousse Asaji à redevenir douce en disant à Kobato qu'elle sent que leur classe va bientôt s'effondrer. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Asaji répond en soulignant que leurs camarades de classe sont des snobs égoïstes qui ne se soucient que d'eux-mêmes. De plus, le système de classement causera une division supplémentaire car les forts s'en prendront aux faibles. Cela dit, Asaji exhorte Kobato à rejoindre son groupe appelé le groupe Asaji pour qu'au moment venu, elle ne soit pas traitée comme une joueuse de Genshin Impact. Kobato, trop effrayé pour dire quoi que ce soit, reste là pendant qu'Asaji joue avec ses snacks de senpai. Prenant son silence pour de la conformité, Asaji appelle ses autres sbires et dit à Kobato de tuer le monstre enchaîné. Si elle ne le fait pas, elle finira comme Toka, oubliée à jamais. N'ayant plus le choix, Kobato lève son épée et élimine le monstre. Une fois qu'Asaji est satisfaite, Kobato s'effondre en larmes, se remémorant un souvenir où Toka protégeait un chat de rue. Ailleurs, Ayaka se réveille et est emmenée à Vicious, qui commence à pleurer pour montrer à Ayaka comment elle a été forcée d'être méchante avec Toka, car se débarrasser des perdants est un rituel important dans son royaume. Elle révèle également que pendant qu'elle dormait, des héros ont reçu l'ordre d'abattre des monstres. Ceux qui ne pouvaient pas accomplir cette tâche étaient priés de partir. Ne tombant pas dans le piège de l'acte de fille kawaii de la déesse, Ayaka lui dit franchement qu'elle ne soutient pas ce qu'elle fait. Cela fait rire Vicious car elle déclare qu'elle est connue comme une déesse parce qu'elle est miséricordieuse. C'est pourquoi elle laissera Ayaka s'opposer à elle juste un peu. En réponse, Ayaka demande à Vicious de supprimer la clause de bannissement et en retour, elle travaillera 2 fois plus dur que les autres héros pour compenser les faibles. Vicious sourit comme une politicienne rusée et dit à Ayaka qu'elle devrait se serrer la main puisqu'elles viennent de conclure un bon accord. À contre-cœur, Ayaka lui serre la main, mais une fois hors de vue de Vicious, elle remarque à quel point la déesse était froide, comme le zizi d'Edward Cullen. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt sombre, la femme blonde essaie d'échapper à une bande de types qui détestent le déodorant et croient que le savon est pour les faibles. Frère, Et en attendant, Toka se dirige vers la forêt, réalisant qu'il a besoin d'une épée qui sera son bouclier et suffisamment menaçante pour endommager ses ennemis. En chemin, il rencontre un groupe de slime qui harcèle un plus petit slime. Cela lui rappelle sa propre expérience, alors il intervient rapidement et paralyse les slimes harceleurs. Puis, en utilisant un poison non létal, il les éloigne. Et une fois que le slime innocent est en sécurité, Toka le complimente pour avoir tenu tête à ses harceleurs. Il lui souhaite une bonne vie et reprend son voyage. À son insu, le slime continue de le suivre. Soupirant, Toka finit par reconnaître la présence du slime et lui demande s'il va le suivre pour toujours maintenant. Le slime fait signe que oui, ce qui fait réaliser à Toka qu'il a trouvé son jumeau. Pendant ce temps, la femme blonde réalise que le groupe connu sous le nom de White Walkers ne cessera jamais de la poursuivre. Se reposant un moment, Toka ouvre le livre des arts interdits et trouve un passage sur la médecine qui peut renforcer un slime. Il demande à son slime de compagnie s'il l'aidera dans sa quête de vengeance. Une fois qu'il obtient l'affirmation qu'il cherche, Toka sourit et dit au slime qu'il s'appelle désormais Pijimaru, tandis que son animal de compagnie fait une petite danse.
Toka se promet d'utiliser tout ce qu'il a à sa disposition pour ruiner la déesse. Pendant ce temps, les White Walkers se rapprochent de la femme blonde, la forçant à tenir sa position. Elle prépare sa lame, appelant les esprits à l'aide alors que leur présence se fait plus pressante. Mais le destin en décide autrement. Au lieu de l'atteindre, les créatures tombent sur Toka, seuls sur leur chemin. En l'évaluant, ils se moquent de Toka, le traitant de Ladyboy de Bangkok. L'un d'eux exige nonchalamment qu'il remette tout objet de valeur s'il veut vivre, tandis que celui connu sous le nom de Maggot sourit et insiste pour l'éliminer quand même, juste pour tester son arme. Aucun des autres ne s'y oppose, leurs esprits vagabondant déjà vers les filles qu'ils prévoient de harceler plus tard. Il lève le bras en protestation et fait semblant d'être un hamster effrayé, un hamster surpris. Cela alimente encore plus leur ego, et sans hésitation, Mago l'attaque. Mais Toka est rapide. Il active sa compétence de paralysie qui neutralise facilement Mago, lui faisant réaliser que c'est inutile seulement contre la déesse elle-même. Les hommes se figent en plein mouvement, leur corps raide comme des statues tandis que leurs visages expriment une surprise confuse. Alors qu'ils se tiennent impuissants, Toka leur dit froidement qu'ils ne sont rien comparés aux monstres qu'il a combattus dans les ruines. Son slime de compagnie, qui est féministe de naissance, exprime sa colère envers les White Walkers et leur plan immonde, ce qui permet à Toka de prendre sa décision. Désormais, il ne fera plus preuve de pitié, simplement parce que quelqu'un est humain. Un ennemi est un ennemi, sans exception. Un par un, ils tombent à leur mort. Après le pillage habituel de leur corps, Toka sent quelque chose, ou quelqu'un à proximité. Au même moment, la femme blonde s'arrête. Elle ressent un changement soudain, comme si les White Walkers qui la poursuivaient avaient disparu. Mais une autre sensation l'envahit, alors qu'elle perçoit la présence de quelqu'un d'étrange. Sur ses gardes, elle se prépare à frapper, mais le slime se cache rapidement et Toka la paralyse par derrière. Il s'approche et explique calmement qu'il n'est pas là pour lui faire du mal, mais qu'il veut juste parler. Utilisant son habileté, il libère sa bouche de l'enchantement, lui permettant de parler tandis que le reste de son corps reste figé. Avant de répondre, elle demande ce qui est arrivé aux 4 hommes qui la poursuivaient. Toka répond nonchalamment qu'ils se font probablement botter les fesses par un roi romain en enfer. Surprise, la femme demande s'il s'est vraiment occupé des incels tout seul. Toka sourit faiblement, mais ne dit rien au sujet de son allié. Elle l'observe un instant et admet qu'elle le croit, ce qui amène Toka à remarquer à quel point elle semble calme et sûre d'elle pour quelqu'un figé dans une posture impuissante. Après quelques questions discrètes, Toka apprend quelque chose de troublant. Il a traversé dans un royaume entièrement différent. Curieux, il sort le parchemin magique qu'il a trouvé dans les ruines et demande si elle peut le lire. Elle secoue la tête, mais dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait. La sorcière des tabous, une figure mystérieuse exilée au pays des monstres aux yeux dorés. La femme lui dit alors qu'elle lui doit la vie, mais Toka la remercie pour l'information et dit qu'ils sont quittes. Pourtant, alors qu'il se retourne pour partir, il réalise autre chose. Sa manière douce, sa patience étrange, lui rappelle sa tante, la seule personne vraiment gentille de son ancienne vie. Il lui dit qu'elle sera bientôt libre, lui souhaite un bon voyage, et s'éloigne sans se retourner. Pigimaru bondit après lui, et Toka explique calmement que bien qu'il n'ait pas l'intention de tuer des gens sans raison, ils devraient rester sur leur garde, au cas où la femme déciderait de les suivre. Quelques jours plus tard, Toka arrive à la ville des Moulins, où le garde de la porte suppose qu'il n'est qu'un autre Péquenot, attiré par l'appel à explorer les ruines dangereuses. Comme ils sont désespérés pour toute aide supplémentaire, elle le laisse passer sans même vérifier son sac ou le fouiller. Peu après, Toka trouve une auberge, mais l'aubergiste le dévisage, comme s'il avait entendu sa femme l'appeler « papa ». L'attitude change rapidement lorsque Toka montre un peu d'argent, transformant instantanément l'homme en celui qui s'assoit sur la chaise du serviteur. Une fois qu'il a sécurisé une chambre et enfilé des vêtements propres, Toka décide de se promener en ville. Dès qu'il aperçoit la guilde des aventuriers, Toka se détourne rapidement, déterminé à ne pas faire de cela un autre scénario stupide d'Isekai. Plus tard, Toka s'offre un dîner où il est entouré de fous ivres qui révèlent bruyamment des secrets comme si c'était l'heure de l'apéritif. Opportuniste qu'il est, Toka sourit, réalisant qu'il peut utiliser cela pour recueillir des informations sur les meilleurs bordels. En commençant à écouter leur bavardage embrumé, il découvre que ce continent est rempli de chevaliers et d'armées assez puissants pour combattre les démons. Il mentionne même certains noms terrifiants, mais aucun ne semble aussi redouté que les chevaliers du Dragon Noir, qui auraient apparemment effacé l'empire de Nia de la carte. Toka retourne à l'auberge pour nourrir Pigimaru, qui dévore son repas sans se soucier. Pendant que le slime grignote, Toka commence à élaborer son prochain plan. Ils doivent retrouver la sorcière des tabous pour déchiffrer des sorts interdits, et il y a aussi cette potion d'amélioration de monstres qu'il veut tester sur Pigimaru. Puis il se souvient des idiots ivres qui bavardènent sur les ruines de Mills où un nouvel étage a été récemment découvert. Son livre de sorts mentionnait que la potion d'amélioration des monstres nécessite des os d'un roi squelette qui, par chance pour lui, rôderait justement dans ces ruines. Avec sa prochaine destination claire, Toka sait exactement où aller.
Le jour suivant, Marcus lui-même s'adresse à la foule, offrant 300 pièces d'or à quiconque récupérera le calice de l'œil du dragon. En prime, tout autre trésor qu'il déterre leur appartient, et les parties de monstres sont également autorisées, ce qui est un soulagement pour Toka. Alors qu'ils font la queue pour l'enregistrement, Toka remarque un gars qui doit absolument trahir son coiffeur. Ce type bizarre commence à importuner une dame encapuchonnée, affirmant qu'elle est en réalité l'ancienne capitaine paladin d'un royaume. La foule murmure, se demandant s'il pourrait s'agir de Seras, l'ex-capitaine de l'Empire déchu de Nia. Le gars sympa certifié nommé Monk insiste sur le fait qu'il la connaît. Après tout, elle aurait refusé son invitation à dîner une fois. La femme nie froidement l'avoir jamais rencontrée, ce qui fait ricaner Monk en lui disant qu'il n'oublierait jamais une bombe avec un gros derrière. Lorsqu'elle continue de nier, Monk pointe ses oreilles, affirmant que seule une elfe pourrait être aussi belle. Puis il tire sur sa capuche, pour voir des oreilles humaines parfaitement normales. Stupéfait, Monk recule, se demandant quelle sorcellerie vient de le tromper. Calmement, la fille se présente comme Mist. Les spectateurs ricanent, se moquant de lui pour avoir fait toute une scène. Embarrassé et en colère, Monk jure de devenir plus Sigma après avoir suivi un cours de Kaisenat. Plus tard, alors que Toka achète des fournitures avant d'entrer dans les ruines, Mist croise à nouveau son chemin et demande nonchalamment s'il prévoit aussi de répondre à l'appel de Marcus. Toka répond vaguement et la met en garde contre cette blonde psychopathe amère de tout à l'heure qui dégageait clairement une colère refoulée. Toka note ensuite que Mist semble éviter le contact humain en général, voulant se rapprocher de la fille avec des armes de waifu bonnet D. Toka demande à Mist de l'aider à rassembler du matériel d'exploration et qu'il la paiera pour le dérangement. Fauché comme Naruto préadolescent, Mist accepte et ils échangent rapidement leurs faux noms. Toka se moque de leur fausse présentation, mais se dit qu'ils ont tous les deux des secrets à protéger. Ensemble, ils parcourent le marché où Mist négocie habilement de bons prix pour l'équipement de Toka. Impressionné, il lui remet 3 pièces d'argent. Surpris par sa générosité, Mist le remercie, mais Toka hausse les épaules, prétendant être plus riche qu'Elon Musk. Alors qu'elle se retourne pour partir, Mist trébuche soudainement et s'effondre dans ses bras. Toka lève un sourcil, commentant qu'elle a l'air agitée, mais Mist insiste qu'elle va bien et s'enfuit. Après avoir perdu la tête, Toka se dirige vers les ruines de Mels. À l'entrée des ruines, il observe 2 mercenaires effrayés passer en courant, poursuivis par de petits démons bleus. Mais pour Toka, ces créatures ne sont rien comparées aux créatures des ruines de l'élimination. Un autre mercenaire arrive pour achever le bœuf, mais se fige en le trouvant déjà mort d'un simple coup de poignard. Perplexe, il s'en va, incapable de comprendre. Toka sourit, réalisant que les monstres des ruines sont tous faibles comme tout. En chemin, Toka surprend Monk complotant avec des assassins, les engageant pour tuer la femme encapuchonnée en guise de vengeance pour l'avoir humiliée. Le fainéant râle que le simple fait de savoir que Mist respire le pousse à vouloir marcher sur des Legos, ce qui encourage les assassins à plaisanter sur le fait de s'amuser avec son corps d'abord, ce à quoi Monk acquiesce avec empressement, la qualifiant de simple actrice de matelas. C'est alors que Toka sort, les traitant de la pire racaille à avoir jamais foulé la terre. Les armes sont dégainées, mais Toka lève calmement la main, demandant à être épargné. Monk ricane et se précipite pour frapper, mais se retrouve paralysé à la place. Monk jure de se venger, mais Toka rit simplement de l'imbécile empoisonné qui est sur le point d'être dévoré par un monstre de la taille d'un jacalade. Plus tard, Toka atteint l'avant-dernier étage et campe avant d'entrer dans la section nouvellement découverte. Après une courte sieste, il continue et rencontre des gens allant dans la direction opposée. Il rapporte que des monstres continuent d'apparaître pâles et mystérieusement morts et personne ne sait pourquoi. Pour éviter de perdre des coéquipiers, il se retire, offrant à Toka la chance de les rejoindre. Il décline poliment. Il lui souhaite bonne chance et lui conseille de prévenir les autres. Toka sourit, sachant pertinemment qu'il est la raison des morts mystérieuses et espérant que la rumeur se répande pour effrayer la concurrence. Enfin, il arrive au dernier étage, découvrant une chambre cachée avec un calice Yui de dragon brillant à l'intérieur. Souriant, Toka se prépare alors que la statue s'apprête à attaquer. D'un coup de pied, il paralyse et empoisonne la statue. Une fois qu'il en a fini avec la pauvre statue, il s'empare rapidement du calice. Alors que Toka se retourne pour partir, il tombe sur Mist, choqué de la trouver ici. À Aura Farm, il lui offre le calice. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il veut en retour, il lui dit simplement de se reposer. Mist insiste qu'elle ne peut pas l'accepter gratuitement, mais Toka explique que le calice n'était pas son véritable objectif avant de révéler une porte cachée menant plus profondément sous terre. Lorsqu'il dit qu'il chasse un monstre particulier, Mist propose de le protéger en échange du calice et jure de ne pas le ralentir. Voyant qu'elle ne reculera pas, Toka accepte à 2 conditions, ne pas fouiner dans les secrets de l'autre, et si elle veut rentrer plus tôt, elle sera seule. Mist accepte et tient sa promesse en abattant le monstre pour Toka. Curieux, il demande des créatures aux yeux dorés. Mist explique que, selon la légende, le pouvoir du roi démon s'infiltre dans les monstres proches, les rendant aux yeux dorés et sauvages. Cela amène Toka à se demander silencieusement si la lueur dorée de Takuto était un signe d'avertissement. Il se repose dans une chambre lorsque Mist sent un monstre à proximité.
Toka présente Pigimaru de manière décontractée, puis suggère qu'elle dorme avant que l'épuisement ne la frappe. Alors qu'elle s'allonge, Toka met Pigimaru en charge de la distraction pour pouvoir lancer un sort de sommeil sur Mist, afin de s'assurer qu'elle se repose correctement. Une fois qu'elle s'endort, sa forme change, révélant que Mist est vraiment l'ancienne capitaine des chevaliers, Seras. Pendant ce temps, loin dans la forêt sombre, les chevaliers dragons noirs trouvent les cadavres des aspirants assassins et se demandent qui a réussi à les éliminer si facilement. De retour dans les ruines, Seras se réveille soudainement et se transforme en sa forme humaine. Toka fait semblant de se réveiller en même temps pour qu'ils puissent partir ensemble. Alors qu'ils explorent, un monstre apparaît, révélé être le roi squelette. Toka sent immédiatement qu'il est plus fort que n'importe quelle autre créature des ruines, tandis que Seras indique son point faible. Sous la présence de Toka comme tout le monde, le squelette se prépare à attaquer. Seras active un pouvoir mystérieux et commence à parler de comment ce mouvement est censé être un secret où les Shia la livreront aux Illuminati. Toka en a assez du bavardage et bat facilement le roi squelette, choquant Seras. Ensuite, Toka trouve l'ingrédient rare dont il avait besoin pour sa potion. Il promet de répondre aux questions de Seras une fois qu'ils seront de retour à la surface. Avant de partir, Pigimaru informe Toka d'un objet caché enveloppé dans un tissu magique. Il s'avère que c'est un œuf. Pigimaru insiste pour qu'il l'emporte afin de le vendre aux Américains pour 1000 $. Pendant ce temps, les chevaliers combattent des guerriers squelettes. L'un d'eux perd même une main. Ayaka exhorte son groupe à gagner du temps, mais Shogo fonce tête baissée, rejoint par Takuto, qui se moque que ses camarades de classe se fassent brûler. De retour à Mills, Seras livre le calice de l'œil de dragon, tandis que Toka s'éclipse discrètement. Elle le rejoint plus tard, mentionnant une réception demain où elle recevra sa récompense. Toka l'invite ensuite dans sa chambre à 8 heures pour une conversation privée. En se séparant, elle le remercie à nouveau pour le calice. Plus tard, pendant que Pigimaru mange, Toka termine une potion pour renforcer son sort d'amélioration. À 8 heures précises, Seras frappe. À l'intérieur, Toka lui propose un emploi comme garde du corps, supposant qu'elle pourrait vouloir de l'argent supplémentaire si la récompense du calice déçoit. Il explique qu'il cherche la sorcière des tabous, s'attendant à des attaques de monstres en chemin, donc une épéiste compétente serait utile. Elle mentionne que leur destination coïncide, mais hésite encore. L'appeler par son vrai nom prend Seras par surprise. Toka admet avoir utilisé son sort de sommeil sur elle et dit qu'elle ne peut pas continuer à cacher son identité s'ils doivent voyager ensemble. Seras avoue qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour se dissimuler au prix de son sommeil et qu'elle revient à sa vraie forme lorsqu'elle se repose. Elle révèle également qu'elle a été autrefois chassée par les saints marcheurs, mais maintenant qu'ils ont disparu, elle peut se détendre un peu. Toka demande si elle lui fait confiance maintenant que sa vraie forme est révélée. Lorsqu'elle dit oui, il partage son vrai nom, lui demandant de le garder secret comme il le fera pour elle. Seras se présente à nouveau correctement et accepte le rôle de garde du corps. En guise de paiement, Toka lui donne un cristal bleu, ce qui la choque car c'est un rare joyau de dragon bleu, bien plus précieux que le calice. Elle essaie de refuser, mais Toka le lui renvoie et fait semblant d'être indifférent pour la culture de l'aura et lui dit qu'elle peut le jeter si elle le souhaite. Finalement, elle accepte. Avec cela, Toka suggère qu'ils utilisent de faux noms en public. Seras essaie de confesser son statut de recherché, mais Toka l'ignore et lui dit qu'il ne peut offrir qu'un soutien oral. Donc si elle cherche un soutien moral, elle devrait se procurer un journal intime. Plus tard, alors que Seras se baigne, elle se sent et se demande combien elle pourrait gagner si elle vendait son eau de bain sale. Tais-toi et prends mon argent. Allongée, elle décide de faire confiance à Toka comme elle faisait autrefois confiance à la princesse. Le lendemain matin, ils déjeunent ensemble tandis que les mercenaires autour d'eux plaisantent sur le fait que Seras a finalement laissé un type maigre explorer sa grotte. Toka lui dit d'ignorer les ivrognes. Lorsqu'il demande à propos de la magie interdite, Seras explique qu'elle est bannie par la déesse Vicious. En apprenant cela, Toka soupçonne que c'est parce qu'elle menace son pouvoir. Seras s'excuse de ne pas en savoir plus, mais Toka dit que sa réponse est suffisante, ce qui la fait rougir face à son charme sans effort. Seras part pour sa cérémonie de remise de prix, promettant de le retrouver à 1 heure devant l'auberge. Toka se dirige dans la forêt pour expérimenter sur Pigimaru. Lors de la cérémonie, Marcus amène un spécialiste en rupture d'illusion pour tester le calice, rendant Seras nerveuse. Pendant ce temps, Toka s'inquiète de son retard. Ailleurs, Ayaka rencontre la déesse. Vicious accepte de soigner la fille qui a perdu sa main, mais seulement parce qu'elle est de classe B. Elle demande ensuite à Ayaka si elle rejoindra le groupe de Takuto, mais Ayaka refuse après avoir vu l'imprudence de Takuto. La déesse la réprimande pour avoir perturbé l'unité de la classe, mais charge ensuite Ayaka de former les échecs. Quand Ayaka proteste, Vicious révèle que le roi lui a strictement dit que les héros qui ne peuvent pas se battre seront éliminés. Réalisant que les étudiants sont condamnés si elle refuse, Ayaka accepte à contre-cœur. La déesse la prévient alors que l'échec pourrait la forcer à faire des choix cruels. Une fois qu'Ayaka part, Vicious murmure alors qu'elle est fatiguée des pitreries d'Ayaka. De retour à l'auberge, Toka se demande si Seras l'a abandonnée. Après que Pigimaru suggère qu'il se passe autre chose, Toka soupçonne des ennuis et sort,
En entendant que Seras s'est enfui dans la forêt sombre, il voit les chevaliers du dragon noir la poursuivre. Dans la forêt, Seras combat les chevaliers. Elle en abat 2, mais a du mal sans sa pleine puissance, affaiblie par le briseur d'illusions. Après en avoir abattu un autre, elle détecte une attaque sournoise. Le gangster en herbe applaudit sa perspicacité, mais avertit Seras de se préparer à mourir. Sans régalia spirituel, Seras lutte alors que le chevalier combat avec une excitation perverse. Elle finit par glisser, lui donnant l'occasion de la maîtriser. En ricanant, il promet de lui donner son long membre avant de l'envoyer dans l'au-delà. Heureusement, Tuka arrive à temps, le paralysant avec un poison non létal. Seras le prévient alors que rester avec elle signifie une vie de fuite. Elle propose de lui rendre son paiement, mais Tuka, étant un garçon Gucci, lui tend un sac de gemmes, lui disant de se déshabiller. Avant que Seras puisse dire qu'elle choisit le nu, il explique qu'elle devra changer de vêtements pour que les gens ne la reconnaissent pas. Ensuite, Tuka suggère qu'elle négocie avec la sorcière des tabous pour un abri, puisque personne n'a jamais découvert où se trouve la sorcière. Quand Seras demande pourquoi il irait si loin pour elle, Tuka explique qu'elle lui rappelle sa tante, qui a la même aura. Ensuite, Tuka sort le dragon paralysé et se dirige vers le chevalier, libérant sa tête. L'homme insiste sur le fait qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça, alors Seras demande qui exactement veut sa mort. Le chevalier, excité à l'idée de gâcher sa journée, commence à révéler la vérité. Mais Tuka dit à Seras de se baisser juste au moment où une épée passe, mettant fin à la nuit. Derrière eux se tiennent les 5 chevaliers du dragon noir, dirigés par le plus fort de l'humanité, Sivit. Tuka transpire, sachant que Sivit est du sérieux. En descendant, Tuka remarque qu'il manque un membre. Sivit révèle alors nonchalamment que la personne qui veut la mort de Seras est un vieux bonhomme nommé Ortola. Apparemment, Ortola a d'abord laissé partir Seras, mais ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle vive pleinement l'expérience d'une étudiante. Alors maintenant, il veut sa mort. Seras n'en croit pas ses oreilles, mais Sivit l'ignore et concentre son attention sur l'homme à côté d'elle. Les chevaliers dragons débattent de ce qu'ils doivent faire de Seras, puisque Ortola leur a laissé la décision. L'un suggère de la faire circuler comme une vape, mais un autre lui rappelle qu'Ortola veut que son cadavre soit rendu pur. Soudain, Sivit lui accorde le droit de le défier en duel, promettant que si elle gagne, elle vivra. Cependant, il perd rapidement intérêt et dit qu'il est plus attiré par le jeune homme à côté d'elle. Tuka sait qu'un faux pas pourrait lui être fatal, puisque Sivit est encore plus effrayant que le dévoreur d'âmes, et aucun d'eux n'est à portée de son talent. Pourtant, Tuka sourit et s'avance, demandant une conversation. Il se présente, mais Sivit peut dire que c'est un alias et se demande pourquoi il cacherait son identité. Un coéquipier se demande pourquoi il perd son temps avec un inconnu, mais Sivit souligne que Tuka ne montre aucune peur et cherche juste une ouverture pour attaquer. Dans son esprit, Tuka félicite Sivit d'être un fin stratège et lui demande s'il est vrai qu'il cherche un adversaire qui puisse vraiment le satisfaire. Lorsque Sivit le confirme, Tuka souligne la présence de puissants comme la déesse. Sivit explique que son pays a un pacte avec la déesse, mais qu'il a de grands espoirs pour les héros qu'elle a invoqués et qui augmentent rapidement leur force. Tuka remarque que l'ego de Sivit est plus grand que le tuyau de Drake. En attendant, Sivit dit à Seras qu'il livrera sa tête à quelqu'un appelé princesse Catleya de Nia. Lorsqu'elle essaie de s'opposer, il l'informe qu'elle est la raison pour laquelle ils ont envahi sa terre. Leur déesse l'a demandé, mais le vieux roi a refusé. Tuka élabore rapidement un plan pour le déjouer. Il s'avance et propose d'être un ennemi capable de menacer sa vie, éveillant l'intérêt du chevalier. Il rappelle à Sivit les héros qui montent rapidement en niveau et révèle qu'il est l'un d'eux. Tous les chevaliers sont choqués, y compris Seras. Sivit s'enthousiasme alors que tout commence à avoir du sens. Il demande pourquoi Tuka est dans un endroit comme celui-ci. Alors Tuka explique que la déesse lui a permis d'agir indépendamment puisqu'il est différent des autres. Quand Sivit demande pourquoi Tuka agirait avec le reste des héros, Tuka dit qu'il est dans une ligue complètement différente, ce qui techniquement n'est pas un mensonge. Cependant, Sivit interprète cela comme si Tuka était trop fort, que la déesse le laisse faire des quêtes secondaires stupides. Voyant l'intérêt de Sivit, Tuka demande à être épargné maintenant pour qu'il puisse devenir assez fort pour le vaincre. Il promet d'acquérir assez de pouvoir pour écraser même la déesse elle-même. Sivit demande comment exactement Tuka prévoit de le faire. Tuka dit qu'il se dirige vers le pays des monstres puisque la déesse lui a accordé la liberté. Sivit accepte le plan et propose qu'il se batte à mort quand Tuka sera plus fort. En retour, Tuka accepte avec confiance. Lorsque Sivit mentionne le sort de Seras, Tuka dit qu'ils doivent l'épargner pour qu'il puisse atteindre le pays des monstres aux yeux dorés pour devenir plus fort. Sivit est amusé par l'arrogance de Tuka et accepte d'épargner Seras aussi, puis s'envole, impatient de leur prochain affrontement. Tuka n'en revient pas que l'idiot soit tombé dans le panneau. Maintenant qu'ils sont à portée, il utilise sa paralysie, prenant Sivit par surprise. Tout le groupe s'effondre. Tuka dit à Sivit qu'il est plus maléfique que Kayaro, de Rideau of Healer, juste moins un tripoteur, alors que Sivit parvient à se relever et demande ce que Tuka a fait. Tuka dit qu'il se débarrasse des responsabilités en les empoisonnant.
Tandis que les autres chevaliers se tordent de douleur, Sivit dégaine son épée. Tuka se souvient comment le Soul Eater s'était forcé à bouger tout en étant paralysé, mais comme Sivit, c'était inutile. Tuka active un nouveau pouvoir pour être prêt à tout jusqu'à ce qu'il voit Sivit mourir. Soudain, un signal est envoyé pour appeler des renforts. Tuka dit à Seras qu'elle peut fuir si elle le souhaite, mais elle insiste pour rester et regarder. Sivit avertit les renforts d'attaquer depuis le ciel et de ne pas s'approcher. Pendant ce temps, Tuka explique 2 problèmes avec sa nouvelle compétence. Elle prend trop de temps à démarrer et consomme beaucoup de points de magie. Tuka fusionne avec Pigimaru, envoyant des tentacules pour paralyser les chevaliers. Il endort ensuite Sivit et les autres, débloquant de nouvelles compétences comme Obscurité qui bloque leur vue et Berserk qui les rend violents. Alors que les dragons meurent, Tuka monte de niveau et les chairs à canon tombent du ciel. Cependant, Sivit continue de se battre et demande qui diable il est. Tuka répond qu'il est simplement un vengeur, et Sivit rencontre finalement sa fin. Pendant ce temps, le reste des héros rencontre une représentante de la déesse, qui leur demande de la suivre. Quand Shuga commence à être gênant, elle l'assomme pour prouver leur différence de force. Cela fait se demander à Ayaka comment elle est si rapide. Le streamer Twitch leur dit qu'ils retournent à la capitale royale pour la prochaine étape. De retour dans la forêt, Tuka raconte toute son histoire à Seras. Seras accepte de l'accompagner dans sa quête de vengeance, pour rembourser sa dette, et probablement pour faire le Waka Waka avec lui. Avec cela, les deux forment à nouveau un accord et se mettent en route. À l'extérieur des ruines de l'élimination, quelques gardes trouvent un médaillon. Ils discutent de la nécessité de le signaler au royaume d'Aion. L'un des gardes raisonne avec les autres en affirmant que les ruines de l'élimination ont 0% de chance de survie, donc il est très peu probable qu'un prisonnier envoyé ici en soit sorti vivant. Ailleurs, Tuka achète un masque connu sous le nom de Seigneur des Mouches à un vendeur gitan, qui révèle que ce masque a été fabriqué en souvenir d'un roi démon qui protégeait ses sujets, mais qui a été banni parce qu'il n'était pas vraiment assez maléfique pour être un roi démon. Pendant ce temps, à l'intérieur de leur tente, Seras se demande si elle devrait se faire plaisir en pensant à Tuka. Elle change d'avis et admet qu'elle ne veut pas s'attacher, car l'amour est plus compliqué que l'algèbre. De retour à l'intérieur, Tuka enfile son nouveau masque, réalisant que l'apparence d'un démon lui convient mieux qu'un héros. Il pense à Vicious, renouvelant sa détermination de l'envoyer dans l'au-delà. Le lendemain matin, une sainte alliance entre divers royaumes est tenue. Parmi les membres se trouve, bien sûr, la déesse Vicious, qui apprend que quelqu'un ou quelque chose a éliminé le plus fort de l'humanité, Sivit et ses chevaliers du dragon noir. Elle s'adresse ensuite à l'Alliance sacrée en admettant que la mort de Sivit leur a causé beaucoup de tort, car il prévoyait de l'utiliser, lui et les chevaliers dragons, comme une lance contre l'empereur démon. Cela signifie seulement que ces héros invoqués sont extrêmement précieux. Zeamira, également connu sous le nom de Roi Fou, comprend instantanément le plan de Vicious et reconnaît qu'une fois que le mal descendra sur le monde, les autres nations n'auront d'autre choix que de chercher l'aide des étrangers. Tout à coup, Sigmos, un membre de l'Alliance sacrée, apprend qu'un groupe admettant avoir abattu les chevaliers dragons a été trouvé à Olsa. Ce groupe de sorciers est connu sous le nom d'Ashento. En attendant, Sarus informe Tuka qu'ils arriveront bientôt dans la zone du démon doré. Il tombe sur un bâtiment connu sous le nom de Colisée sanglant, une arène où les esclaves et les mercenaires se battent à mort. Tandis que Tuka pense à Rome, Sarus l'informe que le duc d'Olsa et la guilde des mercenaires dirigent le Colisée sanglant. En s'arrêtant à une auberge, Tuka procède à réserver 2 chambres, mais Sarus, voulant son jus de bébé, insiste pour qu'il partage d'une seule chambre, car cela économisera plus d'argent. Tuka se tourne vers elle, rappelant à Sarus qu'il est un homme avec une nouille fonctionnelle. Rougissant légèrement, Sarus dit à Tuka qu'elle n'a pas de problème, alors ils finissent par choisir une chambre. Plus tard, ils arrivent dans un pub pour manger quand un groupe d'ivrognes discute de la mort des chevaliers de dragon et que c'est Sarus qui les a éliminés. Un autre n'est pas d'accord et affirme que c'était en fait Ashinto, le groupe de sorciers. En entendant le nom pour la première fois, Tuka demande à Sarus, qui révèle qu'Ashinto vénère le dieu de la malédiction. Tout à coup, un groupe d'hommes en cape, se présentant comme Ashinto, arrive au pub. Ils informent la foule qu'ils sont les protecteurs de magie, la progéniture du dieu de la malédiction, et qu'ils devraient donc avoir de bonnes places. En les jugeant de loin, Tuka remarque que les Ashinto ressemblent à une bande de clowns qui se branlent, mais s'ils prennent le blâme pour avoir tué Sivit et ses chevaliers dragons, alors tout va bien. Alors que les ivrognes parlent de la sorcière interdite, Tuka décide de se joindre à la conversation. Il offre aux hommes des boissons pour délier leur langue. Bientôt, il apprend que la sorcière a autrefois combattu dans le Colisée sanglant. Soudain, une femme léopardkin entre et les hommes informent Tuka qu'il voit maintenant le plus fort combattant de sang du Colisée sanglant. Saisissant l'opportunité, Tuka se présente sous un faux nom à la léopardkin, qui révèle s'appeler Eve Speed. Lorsqu'il essaie de flatter la combattante, Eve lui dit d'être direct sur ce qu'il veut et Tuka demande rapidement des informations sur la sorcière infâme. Eve admet qu'elle ne l'a jamais rencontrée, puis lui demande pourquoi il s'intéresse tant à elle. Tuka ment et dit que son rêve est de devenir érudit, donc il veut en savoir plus sur de tels personnages mystérieux. Eve dit à Tuka que l'endroit où il se dirige n'est pas adapté à la survie.
Avec cela, elle conseille à Toka de se concentrer sur l'obtention d'une goth momie sur son zizi et d'oublier sa quête de la sorcière interdite. Cependant, plus tard, Sarus informe Toka que tout ce qu'Eve a dit était un mensonge, ce qui signifie qu'elle sait exactement où se trouve la sorcière interdite. Arrivée à l'auberge, Toka utilise sa bourse de mana pour donner de la nourriture à Pijimaru. Quand Sarus en goûte un peu, elle a instantanément un orgasme gustatif. Toka est immédiatement ensorcelée par sa beauté. Il lui dit alors qu'ils devraient commencer à réfléchir à leur prochain plan. Sarus déclare que demain, il devrait recueillir des informations sur Eve Speed pour la faire parler. Toka demande ce que le combattant valoriserait le plus et Sarus révèle que ce sera l'argent, car de cette façon, ils peuvent acheter leur liberté à leur maître. Quelques heures plus tard, Toka et Sarus s'entraînent. Une fois qu'elle le maîtrise, Toka décide d'aller prendre un bain tandis que Sarus prend une profonde inspiration de son manteau pour sentir la sueur de ses aisselles. Cette nuit-là, pendant que Sarus dort, Toka observe son visage, réalisant comment elle sacrifie ses propres émotions pour jouer son garde du corps. Soudain, Sarus se réveille et offre à Toka des herbes médicinales qui l'aideront à mieux dormir. Une fois qu'ils ont fini de prendre le thé, Sarus lui demande s'il a résisté à ses tentations. Toka admet qu'il l'a fait, puisque la vengeance est sa priorité absolue. Le comprenant, Sarus s'incline et jure de l'aider dans sa quête. Le matin arrive et le duo apprend qu'Eve est arrivée en tant qu'esclave qui a rapidement gagné son nom en étant une bonne combattante. Après plusieurs combats, demain sera son dernier combat avant de devenir une citoyenne libre. Sarus informe Toka que bien qu'Eve ait eu assez d'argent pour devenir une femme libre, elle a choisi de ne pas le faire afin de continuer à se battre et libérer un jeune. Elle partage également une rumeur avec lui selon laquelle un combattant perd toujours la vie lors de son dernier combat, car les maîtres du Colisée ne veulent jamais que leurs esclaves soient libérés. D'accord avec Sarus, Toka ajoute que puisque Eve Speed est la combattante la plus redoutable, la direction ne voudrait jamais qu'une personne comme elle soit libérée. Lorsqu'elle lui demande s'il a l'intention d'intervenir demain, Toka lui demande sombrement « Pourquoi devrait-il attendre demain ?» Interceptant la vitesse d'Eve, Toka lui demande si elle est redevable à la sorcière interdite et c'est pour cela qu'elle refuse de révéler son emplacement. Eve le nie rapidement, mais Seras apparaît, affirmant qu'elle ment encore. Maintenant sur ses gardes, Eve sort son épée et demande à Toka ce qu'il veut vraiment. Il répond qu'il veut juste aider une grosse voiture et révèle que le duc la fera tuer demain. Toujours méfiante d'un type maigre, Eve insiste pour savoir pourquoi il l'aide, ce qui pousse Toka à admettre que ce sera un problème si elle meurt, car elle est la seule à connaître l'emplacement de la sorcière interdite. Pour montrer sa force, Toka lui dit aussi qu'il peut toujours kidnapper la petite fille dont elle s'occupe. Cela met en colère la léopard, mais Seras dit rapidement qu'ils savent tout de sa situation, qu'elle se bat pour une fille nommée Lise. Finalement, se relâchant, Eve les remercie de lui avoir partagé l'information mais avoue qu'elle ne peut pas fuir le combat sanglant de demain. Quand Toka demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement kidnapper Lise et s'échapper, Eve déclare qu'on ne peut pas échapper au système et qu'ils seront finalement traqués. Toka insiste cependant qu'il connaît un endroit qui se trouve être le repère de la sorcière interdite, mais Eve lui dit qu'il est impossible d'atteindre les profondeurs du repère où réside la sorcière. Voulant la rassurer, Toka jure de protéger Lise de sa vie, seulement pour qu'Eve lui demande ce qu'une brindille comme lui peut bien faire. Sous-estimé, Toka dit à Eve qu'il est celui qui a éliminé les chevaliers dragons, mais elle refuse de le croire. Alors Toka montre son pouvoir en la paralysant, ce qui surprend Eve. En entrant, Seras dévoile sa forme elfique et Eve la reconnaît instantanément comme Seras, une ancienne chef chevalier du royaume démantelé de Nia. Voyant une preuve aussi accablante, Eve reconnaît Toka comme quelqu'un capable de la protéger, elle et Léaz. Pourtant, malgré tout, Eve dit à Toka qu'elle ne lui fait pas assez confiance pour le suivre. Lorsqu'il lui demande comment elle peut faire confiance à son propriétaire d'esclaves, le misérable duc, plutôt qu'à un joli garçon avec de beaux cheveux, Eve admet qu'elle a toujours reçu une bonne rétribution de son maître. Soupirant, Toka lui dit qu'elle paiera cher pour sa bonté et la quitte en l'informant qu'ils partent à l'aube au cas où elle changerait d'avis. Cette nuit-là, Eve se retrouve hantée par des doutes. Alors elle décide de vérifier le duc. Elle s'éclipse et l'entend parler à son serviteur de la façon dont il va lui donner un poison anesthésiant avant le combat pour qu'elle puisse mourir dans l'arène. Et une fois qu'elle sera morte, elle sera écorchée pour sa peau. Lorsque le serviteur demande ce qu'il compte faire de l'elfe noir, le duc laisse échapper son côté pervers et admet qu'il s'occupera de l'elfe une fois qu'Eve ne sera plus là pour s'occuper d'elle. Enragée, Eve se dirige vers sa chambre lorsqu'elle croise Maji, un commandant de Shinto, qui lui souhaite bonne chance pour le combat de demain. Utilisant la nuit comme camouflage, Eve s'éclipse et rencontre Toka et Seras, admettant qu'elles avaient raison après tout. Pour montrer sa bonne foi, elle leur dit qu'elle révélera la cachette de la sorcière interdite une fois qu'ils auront fini d'enlever Lise. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un pub, Lise se fait battre par le gros propriétaire tandis qu'un client essaie de lui faire des avances. Au lieu de réagir, Lise subit tranquillement les abus et pense à Eve pour se réconforter. Une fois que le client part, le gros propriétaire continue de harceler Lise quand soudain la porte s'ouvre brusquement, révélant Eve.
Juste au moment où Eve est sur le point d'abattre ses tours jumelles avec son épée, la femme implore la pitié, révélant que c'était en fait le duc qui l'avait chargé de discipliner Lise. L'ignorant, Eve s'excuse auprès de Lise de l'avoir entraînée dans un autre voyage, mais Lise sourit, heureuse d'être avec sa sœur aînée. Soudain, Tuka portant ce masque affreux apparaît. Il frappe bruyamment le mur, puis caresse Léaz, lui assurant qu'il n'est pas avec les Illuminati. Une fois Eve et Léaz sortis, Tuka fait face à la femme bâtie comme du Kézo et lui dit qu'elle peut tromper Eve, mais lui voit derrière ses mots doux. La propriétaire du pub révèle sa vraie nature et jure d'envoyer Eve et Léaz à la potence. À ce moment-là, Toka déclare que lorsqu'il a frappé le mur, il a remarqué qu'elle n'a pas bronché, ce qui signifie qu'elle doit être habituée à frapper les autres. Il exprime à quel point il déteste les agresseurs et enseigne ensuite une leçon à la méchante femme en la paralysant et en l'empoisonnant. Une fois qu'il en a fini avec la misérable, Toka sort et rejoint le reste du groupe. Cette fois, il se présente correctement en révélant son vrai nom. Lise le salue et supplie Toka de la laisser les accompagner dans leur voyage. Cependant, Toka l'avertit que le voyage à venir sera dangereux. Lise accepte le défi, affirmant que tant qu'elle est avec Eve, elle surmontera n'importe quel défi. Reconnaissant sa détermination, Toka l'accueille à bord. En chemin, Eve demande à Toka s'il envisage de tuer la sorcière interdite. Il répond qu'il veut juste son aide, ce qui pousse Eve à admettre qu'elle peut maintenant lui faire confiance avec sa vie. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle déclare qu'il aurait pu utiliser des méthodes maléfiques pour la faire obéir, mais il ne l'a pas fait. Peu après le début de leur voyage, Toka et les autres remarquent deux groupes de personnes les poursuivant. L'un se trouve être le groupe du duc et l'autre celui d'Ashinto. Juste à l'extérieur de la forêt, Maji observe le piège tendu pour lui et ses clowns. Il dit à Toka et à sa bande de se soumettre car il a percé à jour leur petite stratégie. Portant un masque, Saraz entre dans le champ de vision de Maji et lui demande si elle est l'épéiste mouche, la subordonnée du seigneur des mouches. Il lui dit aussi qu'il ne se soucie pas vraiment d'elle puisqu'il ne veut qu'Eve et Lise. Saraz demande ce qui se passe si elle refuse. Avec un sourire, Maji déclare qu'ils sacrifieront une chèvre, se baigneront dans son sang et lui jetteront une malédiction si horrible qu'elle aura une calvitie comme un homme. Pour menacer davantage Saraz, Maji affirme également qu'il est celui qui a éliminé les chevaliers dragons. Ayant entendu assez, Saraz dit à Maji de s'occuper d'Eve et Lise. Maji accepte et Saraz essaie de le conduire dans la forêt. Alors que ses partisans suivent Saraz, Maji leur dit de s'arrêter, déclarant qu'il sait qu'elle n'a pas l'intention de rendre Eve et Lise. Curieuse, Saraz demande à Maji pourquoi il pense ainsi, et il révèle qu'elle a demandé à tout le monde de la suivre, alors que quelques-uns auraient suffi pour appréhender Eve et Lise. Tout cela mène à une conclusion. Elle essaie de les amener à une distance où elle et son partenaire peuvent facilement les éliminer. Après avoir expliqué son raisonnement, Maji dit à ses sbires de se préparer à attaquer, ce qui pousse Saraz à demander pourquoi ils utilisent des flèches alors qu'ils sont connus pour leur soi-disant malédiction. Maji sourit et lui dit que les soldats Ashinto sont les successeurs de la guilde des assassins. Après une inspection plus approfondie, Saraz réalise que les flèches sont enduites de poison, ce que Maji confirme, révélant qu'ils ont des connaissances avancées sur le poison. Saraz les traite de fraudeurs pour avoir trompé les gens en leur mentant sur la façon dont ils modestent les autres. Maji admet joyeusement les accusations, révélant en outre comment ils étaient en fait tombés sur les cadavres des chevaliers dragons et en avaient pris tout le crédit. Maintenant curieuse, Saraz demande à Maji quel est leur but final, et il annonce joyeusement qu'il veut prendre le contrôle du pays. Sur ce, il demande à Saraz où sont ses compagnons. Elle ment et dit qu'il n'y a qu'elle, Eve et Lise. Pour appuyer son mensonge, elle enlève son masque, permettant à Maji de voir qu'elle est la célèbre Saraz. De plus, elle lui dit que c'était en fait elle qui a tué Sivit et les chevaliers dragons, mais Maji ne tombe pas dans le piège et dit qu'elle n'est pas assez forte pour combattre Sivit. Il appelle ensuite deux membres d'Ashanto, révélant qu'ils sont les combattants les plus forts de leur groupe. Qui plus est, leur frère, Zeresh, était membre des White Walkers, qu'elle et son partenaire ont tués. Alors maintenant, elle va subir leur colère. Cependant, Maji ajoute que puisqu'elle a ce corps de maman Latina, il va d'abord la baptiser avec ses glaives sacrés. Il ordonne à Saraz de s'agenouiller, ce qu'elle fait à contre-cœur, en espérant que Toka arriverait bientôt pour la sauver. En quelques secondes, Toka lance une attaque paralysante à longue portée qui fige Maji et ses sbires sur place. Avec cela, il empoisonne Muad'Dib, révélant que c'était son plan depuis le début. C'est lui qui a envoyé Saraz pour faire croire qu'elle les menait délibérément dans la forêt afin qu'ils deviennent arrogants en pensant avoir percé à jour ses adversaires. Une fois que Muad'Dib meurt, Saraz fait sortir Eve et Lise pour qu'ils puissent affronter le groupe suivant. Cette fois, Saraz est laissé pour garder Lise pendant qu'Eve rejoint Toka pour l'action. Alors que le groupe du duc se prépare à les attaquer, Toka réalise qu'il ne peut plus empoisonner car il a trop utilisé son pouvoir, alors il utilise une compétence sombre pour bloquer leur vision pendant qu'Eve fait le travail sanglant. Un par un, les soldats du duc tombent à leur mort, et finalement il rencontre son créateur par les griffes d'Eve. De retour au corps des soldats d'Ashinto, Toka utilise une compétence de gel sur eux, puis brise la glace pour qu'ils puissent disparaître à jamais.
Pendant ce temps, dans la capitale, Ayaka reçoit un entraînement à l'épée de la gothique qui l'avertit de ne jamais montrer de faiblesse dans ce monde. Le lendemain matin, Tuka offre une robe à Lise, ce qui la rend heureuse tandis que Saras suggère qu'ils commencent à s'identifier comme la brigade du Seigneur des Mouches. En divulguant le nom, Tuka accepte. Ils arrivent à l'emplacement et Eve utilise la magie pour ouvrir Google Maps Premium. Cela les aide à montrer l'emplacement de la sorcière interdite. De retour à Alien, Visha montre aux héros 4 représentants de différents royaumes pour servir de leurs enseignants. Plus tard, elle confie à Nanten qu'elle prévoit d'envoyer les héros dans la zone du démon doré pour qu'ils puissent monter en niveau. Le jour suivant, Lise insiste pour se rendre utile en portant les bagages de tout le monde. Comme Tuka se voit en Lise, il lui tapote la tête et lui dit de se détendre. Alors qu'ils reprennent leur voyage, Tuka et son groupe tombent sur un démon lézard qui ressemble exactement au monstre dans les ruines de l'élimination. En le neutralisant, Tuka remarque à Eve que ce monstre est beaucoup plus faible comparé à celui des ruines de l'élimination. Ensuite, en utilisant son livre de la connaissance, il commence à extraire les parties du monstre qui l'aideront à créer des objets interdits. Lorsque Saras regarde le livre avec curiosité, Tuka lui permet de le garder, puisqu'il prévoit de coucher avec elle après avoir assouvi sa soif de vengeance. Alors qu'ils avancent, Eve se demande distraitement ce que ce serait si Tuka et Saras avaient leur propre démon de l'entrejambe. Tandis que Tuka reste aussi nonchalant que jamais, Saras finit par tomber dans la rivière par excitation. Tout à coup, Eve sent un monstre, et elle informe Tuka, révélant que c'est le monstre qui l'a poussé, elle et Lise, à fuir ce terroriste. Calmement, Tuka lui dit de reculer et de laisser papa gérer tout ça. Il sourit en voyant les monstres gigantesques et les paralyse instantanément. Puis, en utilisant Berserk, il achève le monstre, ce qui lui permet de monter de niveau. Observant tout de loin, Eve lui dit qu'il avait l'air confiant, comme s'il avait déjà rencontré ce monstre auparavant. Tuka déclare que le monstre s'appelle Anazar, puis commence à le découper, ce qui fait penser à Eve qu'il est devenu asiatique. Cependant, Saras la rassure, en lui disant qu'il ne découpe pas le monstre pour la nourriture, mais parce que cela a été mentionné dans le livre des arts interdits. Tout à coup, la bande est alertée. Eve dit rapidement à Tuka qu'elle peut sentir une présence démoniaque, mais qu'elle est unique. Alors que tout le monde est sur ses gardes, prêt à affronter le monstre qui s'approche, Pigmour informe Tuka que l'énergie négative provient de son sac. En y regardant de plus près, Tuka découvre que l'œuf qu'il a apporté est sur le point d'éclore. Soudain, l'œuf se brise et un cheval en sort. Alors que le cheval commence à montrer de l'affection pour Tuka, Saras, étant une passionnée de chevaux, touche la créature et trouve une pierre absorbant le mana. Elle dit à Tuka que c'est l'une des caractéristiques des bêtes et créatures magiques. En apprenant cela, Tuka commence à verser son mana dans le cheval, le transformant en un puissant cheval noir. En versant encore plus de mana, le cheval se transforme en une abomination ayant le potentiel de provoquer la fin du monde. Cependant, Tuka décide de le nommer Slay, l'accueillant comme le nouveau membre de leur groupe excentrique. Pendant ce temps, les héros de Vichys arrivent également dans la même jungle où se trouvent actuellement Tuka et ses amis. Takuto est mécontent du manque de progression car il veut montrer à tout le monde qu'il est le Roman Reigns de ce monde. Cette nuit-là, les nouveaux entraîneurs fouillent la zone et disent aux héros de rester en arrière car ils sont trop pathétiques pour affronter le tigre à dents de sabre. Agacé, Takuto dit à tout le monde que c'est son moment et qu'il ne restera pas en arrière. Pendant que les entraîneurs affrontent quelques monstres, Takuto entre dans le combat et utilise une compétence appelée Dragonic Buster pour abattre tous les tigres à dents de sabre. Une fois les monstres éliminés, il dit à tout le monde de respecter son nom, le roi du futur. Dans une autre partie de la jungle, les sœurs Ijiri et Itsuki abattent des hommes en cap. Ijiri déduit que les hommes ont été envoyés pour les éliminer par la déesse. D'autre part, Tuka et le groupe décident de se reposer pour la nuit. Le matin, Sarah se réveille et trouve Tuka parti. Eve lui assure que Tuka n'est pas comme son père, qui partirait sans un mot. En sortant de la grotte, Eve et Saras trouvent Tuka en train de découper un autre cadavre de monstre comme un fournisseur d'organes illégal. FBI ce type-là. Alors qu'ils reprennent leur voyage, maintenant plus profondément dans la zone démoniaque, Tuka demande à Lise si elle a peur. Lise répond honnêtement que Saras lui a assuré que tant qu'il est avec eux, tout ira bien. En entendant cela, Tuka réalise que ses coéquipiers lui font beaucoup trop confiance. Cela le rend à la fois heureux et confiant qu'il pourra affronter n'importe quoi de front. Après être arrivé à une entrée, un démon à grande bouche apparaît soudainement. Eve réagit rapidement et le tue avant qu'il ne puisse lui faire du mal. Cependant, dans son dernier souffle, le démon pousse un cri strident. Tuka ressent une étrange sensation de malaise. Il perçoit ensuite une horde démoniaque se diriger vers eux. Alors que les animaux de la jungle s'envolent vers la sécurité, Tuka réalise que les démons tués par Eve ont crié pour attirer d'autres démons afin de les embêter une dernière fois. Alors que Tuka devient nerveux à l'idée de faire face à une si grande horde de démons, Eve intervient et déclare qu'elle servira d'appât pour attirer les démons vers elle afin que le reste d'entre eux puisse se rendre en sécurité à l'emplacement de la sorcière.
Croyant que son sacrifice sauvera la vie de ses camarades, Eve assure à Lise que tout ira bien tant qu'elle se comporte comme une bonne fille et écoute Seras et Tuka. Soudain, Tuka dit froidement à Eve qu'il accepte son offre, alors elle ferait mieux de commencer à se comporter comme leur bouclier. Alors qu'Eve se prépare, Tuka lui demande si elle pense vraiment qu'il la laissera se sacrifier, surtout en sachant qu'elle ne pourra pas survivre à la ruée. Il lui assure que tout cela n'était pas de sa faute. Seras intervient, disant aussi à Eve que si cela avait été elle, elle se serait également précipitée pour abattre la bête qui les a pris par surprise. Cependant, étant une chatte têtue, Eve essaie de s'en tenir à son plan de sacrifice, mais Tuka lui rappelle qu'elle est une personne importante dans toute cette expédition, puisque la sorcière lui a confié sa localisation. Pendant qu'il lui dit tout cela, Tuka sort le masque du Seigneur des Mouches et une pierre vocale, espérant que le plan dans sa tête fonctionnera d'une manière ou d'une autre. Il dit ensuite au reste du groupe que lui seul a les meilleures chances de survivre puisqu'il recevra de l'aide de Pigimaru et Sly. Finalement, Tuka scelle le verdict en déclarant que puisqu'il est le grand papy, ils doivent reculer et respecter ses ordres. Seras essaie de parler, mais Tuka lui lance un regard qui rend sa culotte Hello Kitty suffisamment mouillée pour qu'elle s'agenouille et lui obéisse. Tuka dit ensuite à Seras que s'il ne revient pas, c'est sa responsabilité de mener à bien la mission. Ailleurs dans la jungle, la classe des héros se retrouve directement au cœur du conflit. Pendant que les garçons jouaient à Fruit Ninja avec les monstres, Kobato fait de son mieux pour sauver ses coéquipiers malgré sa propre peur. De retour à Tuka, il met Sly au travail en libérant sa troisième et plus puissante forme tout en utilisant Pigimaru pour attirer la horde de monstres vers eux. Alors que la poursuite commence, Tuka pense à ses camarades, réalisant qu'il ne sait pas vraiment s'il survivra à cette épreuve ou non. Cependant, sans autre option que d'avancer, Tuka sourit, prêt à affronter ce qui l'attend. Pendant ce temps, quelques héros PNJ sont tués par les monstres. Comme toujours, Ayaka réagit un peu trop. Elle essaie de demander à Yasuo comment ils sont morts, puisqu'ils étaient dans son groupe, et l'ancien lâche révèle froidement que, étant un héros de haut rang, il a utilisé d'autres héros bêta comme bouclier pour se protéger. Alors qu'Ayaka essaie de lui faire la leçon sur sa morale douteuse et son devoir envers ses camarades de classe, Yasuo perd la tête et lui crie dessus pour continuer à le mépriser. Il dit à Ayaka qu'elle va à l'encontre de la hiérarchie et que cela ne devrait pas avoir d'importance si quelques héros de bas étage tombent à leur mort. Cependant, Ayaka insiste sur le fait qu'en tant que personne forte, il devrait protéger les faibles et non les utiliser comme des tremplins. Yasuo, toujours sur ses grands chevaux, appelle moqueusement Ayaka la version méchante de Mère Teresa et lui rappelle comment les PNJ qui sont morts acclamaient la déesse lorsqu'elle a condamné Tuka à mort. Au milieu de son épisode maniaque, Shogo et Takuto arrivent, traitant Yasuo de racaille pour son comportement sans classe. Takuto va plus loin et pointe sa lame sur Yasuo, lui rappelant que bien qu'il ait été élevé par la déesse, pour le reste d'entre eux, il reste un cafard. Enragé, Yasuo se prépare à attaquer et dit à Takuto qu'il n'aurait jamais dû intervenir puisqu'il ne faisait que rabaisser Ayaka car elle n'a pas encore débloqué sa compétence inhérente. Cela prouve que les rangs ne signifient rien car beaucoup de héros de rang supérieur n'ont pas encore débloqué leur compétence inhérente, tandis que les héros de niveau inférieur l'ont fait. Maintenant, tout aussi énervé, Shogo est sur le point de faire comme Daemon Targaryen avec Yasuo quand Takuto lui dit de reculer, oubliant sa place. Shogo demande s'il a peur, mais un regard du chat doré remet Shogo à sa place. Alors que Yasuo s'éloigne, Takuto dit à Ayaka qu'elle donne une très mauvaise réputation à ses classés et s'en va, laissant Ayaka s'apitoyer sur son sort. Cependant, elle revient à la réalité lorsqu'elle entend certaines filles dire que Kobato a disparu. Pendant ce temps, Eve partage son plan de rejoindre Toka dans la bataille. Saras demande pourquoi elle doute de leur grand-papy, et Eve révèle que depuis qu'ils sont entrés dans la zone démoniaque, Toka a été celui qui veillait sur eux tous. Donc, il n'est même pas à son meilleur niveau en ce moment. Ils réfléchissent à la façon dont il a utilisé la compétence de sommeil sur eux pour qu'ils puissent bien dormir. Cela dit, Eve dit à Saras et Lise qu'elle est la meilleure candidate pour aider Toka, puisqu'elle est non seulement forte, mais ses sens aiguisés aideront Toka la nuit, et si lui ou le cheval est blessé, elle seule peut les ramener tous les deux. Comprenant Eve, Saras est d'accord tandis qu'Eve observe qu'elle est tombée follement amoureuse de Toka. Saras ne nie pas les allégations. Pendant ce temps, au fond de la forêt, Toka se souvient du discours de Shiganshina d'Erwin Smith et affronte les démons de front. Malheureusement, la nature décide de lui jouer un mauvais tour, rendant sa vision et ses sens émoussés à cause de la pluie. Pourtant, contre toute attente, Toka continue et parvient à abattre un monstre humanoïde, ce qui lui permet de monter de niveau. Il se lance alors à fond comme Tom Cruise contre ses ennemis. Ailleurs, Kobato s'apitoie sur son sort quand Eve tombe sur elle. La voyant si triste, elle se rappelle de Lise et essaye de l'aider quand cet idiot d'Itsuki arrive et essaye de Eve, pensant qu'elle est là pour faire du mal à Kobato. Assise dans leur endroit sûr, Lise s'inquiète pour la sécurité de Toka et Eve, ne sachant pas que sa sœur aînée est sur le point d'être rayée de la vie parce qu'un idiot veut jouer les héros.
Saras, étant elle-même une bimbo stupide, assure à Lise que Toka ira bien puisqu'il a des abdos et leur a donné sa parole de revenir sain et sauf. Ailleurs, Itsuki engage Eve dans un combat et juste au moment où elle est sur le point de porter un coup mortel, Hijiri arrive et l'arrête à temps. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle est intervenue, Hijiri révèle qu'Eve n'est pas un démon, mais une léopardaine. Itsuki demande pourquoi c'est important et Hijiri révèle que les léopards possèdent une grande intelligence. Cela dit, elle s'excuse auprès d'Eve pour le comportement tapageur d'Itsuki. Eve les observe silencieusement, tandis qu'Hijiri lui pose une série de questions sur la raison pour laquelle elle reste là comme une muette stupide et ce qui a poussé une combattante de sang comme elle à entrer dans la zone des démons. Eve ouvre enfin la bouche, révélant qu'elle cherche son maître, ce qui intrigue encore plus Hijiri qui lui demande pourquoi elle pense que son maître aurait survécu à la bousculade. Eve reste silencieuse, ne voulant pas que les héros d'un autre monde sachent à propos de Toka. Au lieu de cela, elle s'en va, laissant Hijiri plus curieuse que jamais. D'un autre côté, Toka termine les démons et réalise que Pigimaru et Slay sont épuisés. Il comprend la position de ses compagnons et leur dit de se reposer tout en évaluant les dégâts sur son corps. Toka note que bien qu'il ait atteint le niveau 200, ses blessures et son endurance ne se rétablissent pas. Cependant, il ne peut pas se reposer car il sent un monstre humanoïde se diriger droit vers lui. La poursuite commence et ce monstre s'avère trop accablant pour que Toka puisse l'affronter. Il élabore une stratégie et demande à Pigimaru un dernier service. En l'utilisant lui et son masque, Toka distrait le monstre puis l'attaque en utilisant la compétence de paralysie. Une fois que le monstre est incapable de bouger, il libère rapidement la compétence de poison, tuant le seul ennemi restant. Le statut informe alors Toka qu'il a débloqué une compétence supérieure. Bien qu'il soit curieux, le corps de Toka s'effondre finalement, lui rappelant qu'il est un humain qui a des limites au final. Soudain, un monstre de bas niveau lui saute dessus, mais avant qu'il ne puisse faire du mal, Eve arrive à temps pour sauver son maître. Heureux d'avoir son camarade, Toka s'effondre finalement sur Eve, qui porte non seulement lui, mais aussi Pigimaru et Slay. En chemin, Eve informe Toka qu'elle a croisé Itsuki, Hijiri et Kobato. Lorsqu'il lui demande si elle leur a parlé de lui, Eve déclare rapidement qu'elle ne l'a pas fait. Toka reconnaît son esprit vif, affirmant qu'il vaut mieux que les héros pensent qu'il est mort. Une fois regroupé avec Saras et Lise, Toka se permet enfin de se détendre. Cette nuit-là, Saras offre ses cuisses sacrées pour que Toka puisse dormir dessus. Alors qu'il accepte l'action de proximité, Saras exprime son inquiétude pour lui et le fait qu'il en fait trop. Toka sourit, sachant qu'elle s'inquiète pour lui, mais assure à Saras qu'il ira bien. Ils échangent leurs âges pour que les deux parties sachent qu'ils sont sur un pied d'égalité et Faye ne sera pas impliqué plus tard. Le lendemain matin, le groupe reprend son voyage, lorsque Saras dit à Toka qu'elle a quelque chose à lui dire, mais n'a pas encore trouvé le courage. Elle lui demande de l'attendre et Toka la rejette froidement en lui disant qu'il le fera. Au fond de lui, il sait déjà que Saras se rend à Fingertown en pensant à lui. Bientôt, il tombe sur une zone couverte de sceaux magiques. Avant qu'ils ne puissent réagir, un golem essaie de les intercepter, mais Toka utilise une compétence de paralysie pour l'arrêter. Une fois le golem écarté, le groupe commence à explorer la zone, réalisant qu'ils sont enfin proches de leur objectif. Pendant ce temps, les sœurs ramènent Kobato à son groupe et Ayaka est heureuse de la voir saine et sauve. Une fois leur travail terminé, Hijiri dit à Itsuki qu'elle avait raison de croire que les hommes qu'ils ont éliminés la nuit dernière avaient été envoyés pour assassiner les héros afin que l'esprit d'Ayaka se brise, permettant à la déesse de faire ce qu'elle veut sans que personne ne la tienne responsable. Pendant ce temps, Toka verse une quantité folle de mana dans un orbe magique, déverrouillant enfin la dernière porte. Il est alors accueilli par la Latina, la plus sexy, également connue sous le nom d'Erika, la sorcière interdite. Après l'avoir vue, Toka est de nouveau rempli de détermination pour frapper la déesse jusqu'à ce qu'elle voie les portes du paradis. Pensez-vous que Toka atteindra son objectif? Si oui, commentez. Une pomme par jour éloigne les méchants. Et si vous aimez ce récapitulatif d'anime, regardez cette vidéo ici.